Donc crise de crédit qui va avoir des répercussions dans l'économie réelle. Puisque s'il y a moins de crédit, il y a moins d'activités, et forcément, il y a des activités au ralenti et des entreprises qui ferment. Alors, cela dit, la crise était présente en France bien avant que les effets de la crise des subprimes n'interviennent sous forme de crise de liquidité accordée aux différents acteurs de l'économie. C'était en septembre 2008. Pour ceux qui suivent de près l'actualité économique et financière, l'Europe entre en récession au deuxième trimestre 2008. La croissance devient négative à partir du deuxième trimestre 2008. Pour des raisons qui n'ont pas forcément à voir avec la crise financière. Et c'est ici que il faut affiner un petit peu l'analyse. Car on dit souvent que la crise que subit le monde occidental aujourd'hui, la récession qui risque de se transformer en dépression, aurait pour origine une crise financière qui se transformerait en crise de crédit et qui finirait par déboucher sur une contraction d'activité selon les mécanismes que je viens de décrire. Je vous ai fait pour le moment un exposé très orthodoxe et très convenu. En vérité, les véritables racines de la crise se trouvent dans l'économie réelle. Et ça, très peu de commentateurs insistent sur ce fait. Et ce qui m'a poussé à écrire un bouquin qui sortira sans doute au mois de mai, pour montrer que le véritable problème du capitalisme financier, c'est évidemment la déréglementation des marchés financiers, c'est évidemment la prise du pouvoir dans les grandes entreprises cotées par les fonds de placement et les fonds de pension, qui imposent du 15%, la croissance externe, les restructurations, le sous-investissement et tout ce que l'on connaît. Je ne m'étends pas là-dessus. Mais c'est aussi le fait que ce capitalisme-là a imposé une norme de répartition des revenus qui est devenue autodestructrice. Le terme étant de l'éminent Patrick Artus, qui s'est beaucoup trompé au cours de cette dernière année, pour ceux qui lisent un peu le Canard enchaîné, c'est l'économiste de Natixis, Patrick Artus, qui ne pensait pas qu'on en serait là. Bon. Il pensait qu'il n'y aurait pas de crise de liquidité, qu'il n'y aurait pas de crack, etc. Bon, en deux pots, il y a eu tout ça. Mais il a commis un bouquin il y a 2 ans, s'intitulant « Le capitalisme est en train de s'autodétruire ». Alors, norme de répartition des revenus autodestructrice. Pourquoi je dis ça? Vous savez tous que le partage du gâteau qui prédomine dans le capitalisme financier, bon, sans faire le syndicaliste, encore dans ma bouche c'est pas péjoratif, il m'arrive d'avoir des mandats pour la CGT dans mon université. Non, c'est pas péjoratif, donc la norme de la répartition des salaires, du partage des revenus qui prévaut dans le capitalisme financier, c'est un déplacement du partage salaire-profit naturellement en faveur des profits. La caractéristique essentielle dans tous les pays occidentaux, c'est une stagnation de ce que l'on appelle le salaire médian, c'est-à-dire le salaire en dessous duquel vit la moitié de la population. De l'autre côté, vous avez une explosion des hauts revenus, et une explosion des hauts revenus alimentée par des profits qui, contrairement à ce que l'on pensait il y a une vingtaine d'années, n'alimentent pas l'investissement. En 1970, 25% des bénéfices des entreprises étaient destinés à la rémunération des actionnaires. Aujourd'hui, c'est 65%. Donc vous devinez bien que quand les profits augmentent, ça profite aux ménages qui détiennent des titres. Et quels sont les ménages qui détiennent des titres? C'est les 10% des ménages les plus riches. Bon. Donc, vous avez une répartition des revenus qui se fait dans ce sens-là.
au bénéfice des ménages à revenus, très peu en direction de l'investissement, parce que ce que l'on constate dans de nombreux pays, c'est que les profits d'hier n'ont pas été les investissements d'aujourd'hui, ils ne seront pas les emplois de demain, parce que les entreprises hésitent à investir si ça ne rapporte pas du 15%, donc elles préfèrent distribuer des dividendes. Donc il y a une véritable panne d'investissement, contrairement à ce qu'on pense, dans de nombreux pays. Mais, pour que vous compreniez bien, me cantonner pour le moment au cas français. Le principal moteur de la croissance française au cours des Trente Glorieuses, c'était la consommation de masse. C'était la consommation de masse des ménages à bas et à moyen revenu, dont les salaires progressaient au même rythme que les gains de productivité. C'était au temps où le cercle vertueux des Trente Glorieuses faisait plus ou moins effet, où les syndicats arrivaient à négocier des salaires indexés sur les gains de productivité, sur l'inflation, etc. Bon, il y avait des politiques de redistribution, où l'investissement était dynamique parce qu'il y avait une politique industrielle, etc. Bon, tout ça c'est terminé. Qu'est-ce qu'on observe depuis 25 ans? On observe que les salaires évoluent à un rythme moins élevé que la productivité et l'inflation. Il y a un déplacement de la part des salaires dans la valeur ajoutée. Le corollaire, c'est que le moteur de la consommation, de la croissance des Trente Glorieuses, qui était la consommation de masse, a fini par s'éteindre. La consommation des classes riches pourrait prendre le relais, diront les partisans du paquet fiscal. Après tout, le paquet fiscal a été vendu comme mesure de relance de la consommation, souvenez-vous. On va relancer la consommation par des baisses d'impôts. Sauf que ces baisses d'impôts ont profité aux 10% les plus riches. Droit de succession, bouclier fiscal, etc. Bon. Mais les 10% les plus riches ont une propension à consommer qui est beaucoup plus faible que les ménages à bas revenus. Là, j'utilise volontiers le jargon des économistes. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand vous gagnez un salaire moyen, vous consommez l'intégralité de ce salaire moyen. Quand vous êtes à la médiane, 1500 € par mois, grosso modo, c'est le salaire, c'est le revenu médian, c'est un petit peu plus de 1500 €. Bah, vous n'avez plus grand-chose pour épargner. Et même dans le cas des ménages américains, vous êtes endetté. Vous avez une propension à consommer supérieure à 1. Par contre, quand vous gagnez 300 fois le SMIC, puisque l'éventail des salaires, c'est de 1 à 300 maintenant. Puis c'est même au-delà, parce que si vous touchez des stocks options, des parachutes dorés, des revenus boursiers, ça va de 1 à beaucoup plus que 300. Bon, 300 fois le SMIC, il faut déjà le faire. Hein. Bon, généralement, vous ne bouffez pas tout. Hein. Déjà, si vous en bouffez la moitié, enfin, vous en bouffez pas pour manger, hein. Vous avez compris. Si vous claquez déjà 150 000 € par mois, bon, vous avez un sacré train de vie. À 150 000 €, c'est 1 million. Hein. Si je raisonne en francs anciens. Bon, 300 SMIC, bon, sauf si vous êtes collectionneur de belles italiennes, de voitures bien évidemment, ou de montres de luxe. Bon, généralement, vous ne les faites pas, quoi. Donc ça veut dire que la moitié de votre revenu, ben, il est épargné. Votre banquier se charge de le placer, ou vous allez acheter du produit dérivé, etc. Donc, ça va gonfler l'épargne. Alors, un économiste libéral vous dira « Ah oui, mais l'épargne, c'est bon, puisque l'épargne, ça sert à financer l'investissement. » Bah, sauf que en France et en Allemagne, l'épargne ne sert pas à financer l'investissement. Parce que les entreprises n'investissent pas. Donc, si les entreprises n'utilisent pas cette épargne pour investir, ben vous comprenez que ça va alimenter les bulles spéculatives et que cet argent qui ne finance aucune activité réelle, qui est pompé sur la consommation, puisque c'est de l'argent qui ne sert ni à consommer ni à investir, bah c'est ce que les économistes appellent une fuite dans le circuit économique.
Et du coup, ça explique que la France, l'Allemagne, soit chroniquement dans une situation de croissance ralentie, caractérisée par une faible consommation de masse, des taux d'investissement à tonnes, puisque nos entreprises financiarisées qu'on a privatisées n'investissent pas. Et puis, on a beaucoup d'épargne, parce que les ménages riches peuvent disposer de beaucoup d'argent, mais qu'elles consacrent en partie à l'achat de produits financiers. De produits immobiliers, donc vous avez les bulles financières immobilières qui vont gonfler. Donc c'est ça qui se passe en France et en Allemagne, avec une variante allemande où les Allemands font mieux que nous parce que traditionnellement ils sont meilleurs à l'exportation, parce qu'ils exportent du BMW, du Bosch, du Siemens. Mais bon, quand le marché mondial se retourne, ils ont les mêmes problèmes que nous. Hein. Madame Angela Merkel est obligée, tout comme la France, d'appliquer aujourd'hui un plan de relance. Parce qu'elle a cassé sa demande intérieure avec les réformes structurelles sur le marché du travail, réforme de l'État, etc., qui ont plombé sa demande intérieure. Bon, quelle est la différence avec le cas américain? Et ces variantes européennes, que sont les clones du modèle américain, l'Irlande, l'Angleterre, l'Espagne. La différence, c'est que vous avez tout autant des salaires qui évoluent modérément, un partage du gâteau tout aussi favorable au capital, mais vous avez des ménages surendettés. Le taux d'endettement des ménages en France et en Allemagne est très faible. Nous sommes très vertueux, à côté de ce qui se fait ailleurs. Aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Espagne, les taux d'endettement ont explosé depuis le début de la décennie. Et pour cause, la seule explication de la croissance américaine, là où la croissance a été atone en France et en Allemagne, c'est le surendettement des ménages, très précisément. Quelle est la différence? C'est que les ménages américains gagnent aussi peu que les ménages européens, sauf qu'ils vont bouffer du crédit hypothécaire. Ils vont bouffer du crédit à la consommation, ils ont 4 cartes de crédit, les subprimes leur a pété la gueule, les autres, dans l'année qui vient, va leur éclater à la figure. Les ménages espagnols sont tous endettés sur 50 ans avec du crédit hypothécaire. Les ménages irlandais, les ménages britanniques, pareil. Quelle est l'explication de la croissance américaine, espagnole, irlandaise, anglaise? Les libéraux vont vous dire c'est la concurrence fiscale, c'est les impôts moins élevés, c'est le taux de prélèvement obligatoire plus bas, c'est les réformes structurelles, c'est le marché du travail plus flexible, etc. Non, c'est pas du tout ça. C'est tout simplement que les ménages sont surendettés et que ce surendettement a été tiré par toute la machinerie financière que j'ai décrite tout à l'heure et qui aujourd'hui est en train de se gripper et d'exploser. Le prix de la croissance du modèle immobilier anglo-saxon et de ses clones, ça a été le surendettement. On nous a expliqué pendant des années que la modernité, c'était d'autoriser les délocalisations vers la Chine et de spécialiser nos économies sur les services financiers, l'immobilier et tous les services dérivés. On se rend compte aujourd'hui que l'économie britannique, qui est le fleuron de ça aujourd'hui en Europe, est une économie au pied d'argile, qui n'a plus d'industrie, qui reposait sur des bulles, qui, en éclatant, font qu'aujourd'hui, le miracle britannique, c'est pas du tout la modernité de la social-démocratie britannique. C'est quelque chose qui est en train de se révéler au grand jour. Un modèle qui est extrêmement fragile et qui repose sur le surendettement. Donc voilà, si vous voulez, la leçon principale de cette crise, c'est que le verre était sans doute dans le fruit bien avant le déclenchement de la crise financière, et que le verre était dans l'économie réelle, où la norme de partage du gâteau
s'est imposée est devenue littéralement autodestructrice. Et donc, eh bien, on est en train de redécouvrir aujourd'hui les vertus non seulement de la politique industrielle, mais aussi de la redistribution. On se rend compte que les entreprises livrées aux fonds de pension, aux fonds de placement, aux hedge funds, etc., n'ont pas investi les énormes bénéfices qu'elles faisaient. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a un vrai problème de pouvoir d'achat. Que certes, le pouvoir d'achat global a augmenté, et pour cause, puisque c'est les gros revenus qui tirent le pouvoir d'achat vers le haut. Et si vous prenez le pouvoir d'achat de l'immense majorité de la population, il a baissé. Donc on se rend compte aujourd'hui que plus personne n'arrive à acheter les voitures. C'est pas uniquement parce qu'il y a un effet de gamme. Toutes les entreprises automobiles ont renouvelé leur gamme. Demandez à Renault, ça fait 3 ou 4 ans qu'ils s'échinent à renouveler leur gamme. Il suffit de regarder les magazines, c'est plus du tout la même. Faut comparer avec il y a 3 ans, c'est plus du tout les mêmes voitures que vous avez dans les magazines auto. Bon, ils ont renouvelé leur gamme. Personne n'arrive à acheter les voitures. Il y a bien un problème de pouvoir d'achat. Bon, donc on est en train de redécouvrir les vertus de politiques qu'on qualifiait d'archaïques il n'y a pas si longtemps. Le problème étant que ceux qui sont en train de découvrir dans l'urgence la nécessité d'un retour à une certaine forme d'interventionnisme ne sont pas forcément les mieux placés pour changer de politique, comme dirait l'autre. Et pour cause, puisque notre président de la République a été élu justement pour rendre irréversible le détricotage du compromis de 1945, que ses ancêtres gaullistes avaient eux-mêmes contribué à asseoir. Et là, si vous avez écouté son discours sur le plan de relance, on aurait dit le général de Gaulle. Hein. Bon, alors certes, c'est Henri Guénaud qui lui a écrit le discours, et non pas Claude Guéant. Mais il y avait un certain accent gaullien sur la politique industrielle, le protectionnisme, moyennant la relocalisation des entreprises contre des aides de l'État, etc., etc. Donc il y a un véritable changement de discours, et il faut en prendre la mesure. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Mme Merkel est aujourd'hui condamnée à envisager des plans de relance là où elle était convaincue qu'il fallait que l'État se retire et qu'il fallait à tout prix achever les réformes structurelles et respecter à la lettre le pacte de stabilité. Les conservateurs américains eux-mêmes ont été obligés, et M. Paulson en premier, de nationaliser les banques. Alors ils l'ont fait à contre-cœur, tout comme les banques centrales, à contre-cœur, surtout la Banque centrale européenne, beaucoup plus que la Banque centrale américaine qui a toujours été expansionniste d'ailleurs. La Banque centrale européenne, à contre-cœur, a baissé les taux et injecté des liquidités. M. Trichet faisant évoluer la masse monétaire aujourd'hui à un rythme de 15% par an, là où un vrai monétariste dirait il faut que la masse monétaire croisse à un rythme de 1%. Puisque vous avez 0% de croissance et 1% d'inflation. Donc en théorie, si vous êtes monétariste, pour ceux qui connaissent, la masse monétaire doit croître à un rythme de 1%. Bon là on est à 15%, donc vous voyez bien que la Banque centrale n'est plus seulement rivée sur les objectifs traditionnels qui lui étaient assignés. Bon, donc tout ça évolue à vitesse grand V. Mais est-ce que tous ces gens-là sont les plus à même à conduire une autre politique? La réponse est contenue dans la question. Prenez le plan de relance français, il ne tient même pas sur une jambe. C'est, paraît-il, 26 milliards. Bon, sur les 26 milliards, la première année, c'est 15 milliards. Et puis, quand vous regardez les détails, vous avez 11 milliards d'avance en trésorerie. Aux entreprises, 2,5 milliards d'avance en trésorerie
aux collectivités locales, des avances en trésorerie qui ne sont pas, enfin qui sont sous forme de remboursement anticipé de TVA, etc. Enfin bon, ça ne va pas tellement vous intéresser, mais qui ne sont pas inutiles, mais qui servent tout simplement à faire ce que le sauvetage des banques n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire à régler les problèmes de trésorerie des entreprises qui n'arrivent plus à régler leurs dépenses courantes. C'est 11 milliards qui, si on avait réussi le plan de sauvetage des banques en entrant dans le capital, auraient pu servir à autre chose, mais qui là vont servir uniquement à régler les problèmes de trésorerie. Les seules dépenses entrant dans le cadre des grands travaux, c'est 4 milliards. C'est 1,4 milliard pour les infrastructures ferroviaires, hospitalières et routières. Puis on met dedans les tribunaux aussi. Et puis, c'est 1,8 milliard pour l'armement, parce qu'il faut envoyer des hélicoptères et des tanks en Afghanistan. Et puis c'est tout. 350 millions pour la voiture propre. Le logement, c'est pas chiffré. Et puis, la prime à la casse et la prime de Noël en guise de relance de la consommation, c'est à tout casser 1 milliard de flux financiers. Donc vous voyez que sur l'investissement, il n'y a quasiment rien. Sur la consommation, il n'y a quasiment rien. On a un plan de relance qui ne ressemble même pas à un cul-de-jatte. Alors, en face, on a le plan de relance du PS, qui commence à ressembler à quelque chose. Bon, je ne vais pas faire le marchand de tapis, mais moi je suis un de ceux qui, dès le mois de juillet, considérait qu'il fallait un plan de relance. À l'époque, beaucoup de mes camarades au Parti Socialiste me regardaient avec les gros yeux. Ils me disaient quoi, plan de relance, 81, 83, mais c'est pas possible. Bon. Bah là, le vent a tourné aussi. On compte aujourd'hui que. On se rend compte que l'abandon d'un certain nombre de fondamentaux s'est avéré dommageable. Oui, aujourd'hui, il faut relancer l'investissement. Première jambe. Parce que nos entreprises qui font des profits n'investissent pas. Je parle des entreprises cotées, évidemment. Les petites et moyennes entreprises ont des taux de marge moins faibles, moins importants. Et nos petites et moyennes entreprises ne peuvent se développer que si les grandes entreprises cotées font l'impulsion, parce que ce sont des entreprises stratégiques et que les petites entreprises françaises ne sont pas les entreprises allemandes, Bosch, etc., situées sur des créneaux de compétitivité hors coût, avec des marchés captifs, etc. Non, nos petites entreprises sont les sous-traitantes des grandes entreprises. Donc s'il y a une panne d'investissement de nos entreprises stratégiques financiarisées, il n'y aura pas de carnet de commandes pour les PME. Donc oui, il y a un problème de stratégie industrielle. Oui, il fallait mettre au moins 26 milliards, comme le propose le parti, sur l'investissement, en recapitalisant les entreprises stratégiques, en donnant de l'argent aux collectivités locales qui aujourd'hui réalisent une grande partie des investissements publics, etc., etc. Oui, il fallait une deuxième jambe, le pouvoir d'achat, 23 milliards dans le plan du PS, où l'on attaque de front la question de la redistribution des richesses, à travers la hausse des salaires, à travers la hausse des minima sociaux, à travers la fiscalité, et notamment la baisse de la TVA. Et c'est ce volet-là qui est particulièrement absent des réflexions de la droite. Parce que on continue à droite de penser qu'il n'y a pas de problème de redistribution, que le paquet fiscal suffira, qu'on ne peut pas augmenter les salaires, qu'il faut augmenter la TVA pour financer la sécurité sociale, on appelle ça la TVA sociale, que la feuille de paye est l'ennemi de l'emploi, donc on ne va pas augmenter le salaire minimum, et que les minima sociaux, ça sert à entretenir les fainéants. Bon. Donc vous voyez bien qu'il y a bien deux philosophies ici qui s'opposent. Donc,
nous avons ce plan d'urgence. Nous avons également, dans les mesures qui sont proposées dans le plan du PS, un certain nombre de réflexions sur la re-régulation des marchés financiers, réflexions qui sont absentes de ce qui se fait aujourd'hui dans les mesures gouvernementales. Et pour cause, puisque au-delà des invocations sur la régulation des marchés financiers, il y a au fond très peu de choses. Là, des diatribes sur la moralisation du capitalisme. Le véritable problème, c'est la réglementation du marché. J'ai parlé tout à l'heure de la titrisation. Bon, aujourd'hui, on considère que la Banque des règlements internationaux doit continuer à rester l'arbitre de la régulation des marchés financiers. Or, que dit la BRI? Elle dit qu'il faut simplement réformer les normes comptables. En évaluant, ça c'est un peu technique, la valeur des entreprises pour définir les ratios de solvabilité dont je parlais tout à l'heure, non pas leur valeur de marché qui fluctue au gré des spéculations en bourse sur les actions des banques, mais sur des critères de plus long terme. Bon, mais même si vous faites ça, et que la BNP, sur une valeur de long terme, ne fluctue pas, et que, du coup, sa valeur ne va pas tomber, et donc son ratio de solvabilité va se maintenir, elle va pouvoir continuer à accorder des crédits et avoir la confiance de celle des banques qui lui prêtent. Est-ce que pour autant, elle va arrêter de titriser? Bah non. Vous pouvez mettre tous les ratios de solvabilité que vous voulez, si vous n'interdisez pas ou vous n'encadrez pas la titrisation, bah les banques vont continuer leurs opérations. Si vous ne réformez pas les agences de notation, il y en a 3, qui sont privées, qui sont américaines, qui sont payées par les banques et les entreprises qu'elles notent. Bon, alors forcément, j'ai oublié de mettre des bonnes notes, sinon elles ne sont plus payées. Bon, si vous n'en créez pas une publique, notamment une européenne, bah, vous ne réglerez pas le problème. Si, dans les paradis fiscaux, vous n'imposez pas des règles qui interdisent aux hedge funds qui le veulent d'émettre n'importe quel produit dérivé, déréglementé, bah, vous pouvez toujours parier sur la vertu de ceux qui ont de l'argent pour qu'ils ne placent que chez vous, qu'ils n'aillent pas dans les paradis fiscaux, ils iront quand même. Bon, toute cette réglementation, bah, il faut la mettre sur pied. On a grosso modo en tête l'architecture de la réglementation des marchés financiers qu'il faudrait mettre en place. On pourrait même la mettre à la frontière de chacune des 3 grandes zones que sont la zone euro, la zone dollar et la zone latino-américaine. Mais le scénario le plus ambitieux serait que le FMI prenne ça en charge. Et il y a un véritable conflit entre le FMI et la Banque des règlements internationaux. Ça, le grand public ne le sait pas. Mais il y a une fronde menée par DSK qui n'a pas que des mauvais côtés, hein, au FMI pour imposer un certain nombre de règles. Donc là, un des enjeux futurs est de savoir si le FMI va étendre la sphère de ses compétences, étendre la sphère de la réglementation des marchés financiers et prendre le pas sur la BRI comme instrument de régulation des marchés financiers. Le problème, c'est que le FMI est quand même sous grosse influence américaine. Les Américains ne sont pas franchement sur le credo de la régulation des marchés. Donc vous voyez la source de conflit. Et donc, ça signifie que très concrètement, il va y avoir des tensions et que nécessairement, si on contrôle les marchés financiers, se posera le problème du contrôle des capitaux à l'échelle des 3 grandes zones que j'ai indiquées. Bon, mais ça, c'est des éléments de prospective qui doivent nous pousser à réfléchir.
nous sommes véritablement dans une période charnière. Il y a de nombreuses questions que je n'ai pas évoquées dans mon trop long exposé. Je pense que vous aurez quelques questions à me poser à cet égard. Mais mon propos ici était de vous montrer que le roi est nu, que le capitalisme financier a beaucoup de plomb dans l'aile, que les gouvernements sont vraiment aux abois. Ils sont vraiment dans le cambouis ici à la recherche au jour le jour de solutions de replâtrage. La dépression qui est devant nous, c'est quelque chose qui est catastrophique sur le plan économique, social et financier. Et donc, c'est peut-être le moment pour nous tous qui avons été sans doute au fond du trou au cours de ces dernières années, parce qu'on nous a souvent taxés de ringards, archaïques ou tout ce que vous voulez, de montrer que nous avions eu raison d'être constants, parce que nous sommes aujourd'hui les plus modernes de tous. Merci. Merci beaucoup, Lynn, pour cet exposé très clair, ma foi, qui nous éclaire bien évidemment sur les racines de la crise que nous vivons actuellement. Bon, je suppose que nous allons avoir quelques questions. Thierry a un micro, il va circuler parmi vous pour vous passer la parole. Merci. Très bien. Première question.